Peut-être ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le concept de liberté académique, c'est un concept qui n'est pas très ancré ou qui n'est pas très robuste dans la tradition française de réflexion et aussi de fabrication juridique de cette question. Ce qui est assez spécifique, hein. Il y a des pays où c'est une notion, il y a un régime juridique très précis de ce que c'est que les libertés académiques. Je pense en particulier à l'Allemagne, qui est toujours donnée comme l'exemple de pays où il y a le droit de la liberté académique le plus élaboré. C'est une notion qui couvre à la fois la liberté individuelle des enseignants-chercheurs, mais il y a aussi toute une dimension collective et à vrai dire institutionnelle, hein, de ce que sont les libertés académiques en Allemagne. Donc en France, on est très loin de cette manière de voir. En fait, la notion de liberté académique, elle est longtemps en fait une notion juste de langage courant, hein. Il n'y a pas véritablement de régime juridique, même si bon, il y a quand même bien sûr quelques points de repère importants. Et pour rester sur le contemporain, euh, un point de repère très important, c'est une décision du Conseil constitutionnel de 1984 qui a consacré le principe constitutionnel donc d'indépendance des professeurs d'université, qui est en fait un principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. Et cette protection constitutionnelle ou cette formulation constitutionnelle, elle est consolidée, si on peut dire, ou soutenue par une consécration législative, puisqu'il y a une disposition législative au Code de l'éducation nationale, qui est l'article L 952-2 du Code de l'éducation, qui fait référence à la pleine indépendance et à la liberté d'expression des enseignants-chercheurs. Et en réalité, donc ça, en fait, c'est l'armature juridique qui couvre l'activité des enseignants-chercheurs, à la fois lorsqu'ils enseignent et dans leurs activités de recherche, hein. C'est bien les deux casquettes, si je puis dire, de l'enseignant-chercheur qui sont protégées par ce principe de pleine indépendance et de liberté d'expression. Et en réalité, cet article L 952-2 du Code de l'éducation, de manière intéressante, il a été un tout petit peu modifié dans sa formulation par la loi de programmation de la recherche, la LPR, de décembre 2020. Et en réalité, c'est à la LPR qu'on doit la consécration en France dans le droit de la notion de liberté académique, puisque maintenant, ce texte fait référence directement aux libertés académiques et reprend donc ces principes d'indépendance et de liberté d'expression que j'évoquais à l'instant. Alors, je souris un petit peu en le disant parce que évidemment, la LPR, elle a donné lieu, bon, comme on le sait évidemment, à toutes sortes de débats, mais elle a précisément donné lieu à des débats ou des inquiétudes sur cette question des libertés académiques. Donc, c'est un peu ironique qu'elle consacre la notion, alors même que son adoption avait été ponctuée, par exemple, par un amendement très inquiétant du point de vue des libertés académiques qui avait d'abord été adopté en commission, qui avait été présenté par Madame Darcos et qui visait à inscrire dans la loi la formule suivante: les libertés académiques s'exercent dans le respect des valeurs de la République. Alors évidemment, on pourrait dire de toute façon que les valeurs de la République, on comprend bien intuitivement que c'est un standard qui est très flou, donc il est évidemment éminemment périlleux d'indexer les libertés académiques ou de les conditionner au respect des valeurs de la République. Mais surtout, on sait bien de manière plus contextuelle que cette notion de valeur de la République, c'est véritablement une voie d'entrée directe dans toutes sortes de polémiques incessantes et de mouvements politiques qui, pour certains, sont tout à fait problématiques autour de la laïcité ou l'égalité entre les sexes. Et il y a évidemment beaucoup d'instrumentalisation politique de ces notions qu'on voit en étant simplement observateur du débat public. Donc là aussi, on voit que voilà, il y avait cette formule posait un problème abstrait, c'est des notions trop vagues, et puis très concret, qui est que évidemment c'était une manière de donner prise en réalité à toutes sortes de débats politiques sur lesquels on va certainement un peu revenir, mais donc c'était évidemment une formulation très dangereuse. Donc elle n'est pas passée finalement. Le Parlement n'a pas adopté cette formule et en réalité a préféré consacrer les libertés académiques non qualifiées. Mais je trouve que c'est un épisode qui est quand même assez intéressant voilà, sur l'histoire d'une notion qui est en réalité pas très ancrée dans la tradition juridique et politique française. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première, c'est que, à titre personnel, je suis très frappée par
la manière dont parfois on met sous l'appellation de menace des choses qui sont éminemment différentes. La parole académique, comme toutes les paroles, elle peut être contestée. Elle peut être contestée, y compris de manière parfois un peu forte, un peu virulente. Il n'y a pas besoin d'être historien des sciences, fussent-elles humaines et sociales, pour savoir que, bien sûr, il y a beaucoup de moments où la discussion est vive, a besoin d'être vive. C'est comme ça que le savoir peut en partie progresser. Donc, il y a cette notion de contestation. Il y a aussi, bien souvent, dans les débats sur les menaces qui pèsent sur la liberté académique, une confusion en réalité entre quelque chose qui est de l'ordre des transformations technologiques qui, en partie, changent nos métiers et véritablement des menaces sur la liberté académique. C'est-à-dire qu'évidemment, le fait que n'importe quel enseignant, n'importe quel enseignant-chercheur puisse à tout moment, y compris en cours, être filmé, et que éventuellement des captations vidéo puissent entrer en circulation, etc. Bien sûr, ce sont des menaces, mais en réalité, ce sont des menaces qui sont causées par la technologie. Je ne suis pas absolument certaine qu'il y ait une spécificité ici de la situation académique. En réalité, c'est des menaces que la technologie, la généralisation des moyens vidéo, Internet, etc., font peser de manière générale sur la liberté d'expression, la protection de la vie privée, l'atteinte à la réputation, à l'honneur, etc. Bon. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu particulières, mais je crois que vraiment, en réalité, c'est important de bien voir que les vraies menaces sur la liberté académique, c'est en réalité la censure. C'est la censure, alors la censure directe, vous ne publiez pas, vous ne parlez pas, et puis tout ce qui précède ou qui permet la censure, c'est-à-dire tout ce qui participe de ce qu'on appelle le chilling effect, qui fait peur, qui intimide, qui fait réfléchir à 2 fois avant de publier quelque chose ou d'entreprendre un terrain de recherche. Et ça, évidemment, c'est le cœur de ce qu'on doit défendre de manière vraiment spécifique. Alors, sur la censure, encore une précision avant de donner peut-être quelques exemples. Je crois que ce qui est important, c'est que la censure, bien sûr, classiquement, quand le mot censure, on pense tout de suite à la censure par le politique, par l'État, par la puissance publique. Mais en réalité, quand on parle de liberté académique, je crois qu'il faut aussi intégrer quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui peut-être monte en puissance, qui est la problématique de la censure privée. La censure privée, c'est-à-dire des intérêts économiques, des intérêts industriels, des acteurs privés qui peuvent entreprendre des actions pour décrédibiliser ou intimider la recherche, la parole scientifique. Et en réalité, il y a un certain nombre d'appellations pour désigner ce genre de pratiques. Dans la discussion internationale sur la liberté académique, on parle de SLAPP, c'est le Strategic Litigation Against Public Participation. Donc, c'est la manière dont des acteurs privés vont enclencher des procédures judiciaires pour faire taire toute une série d'acteurs sociaux. Alors, ce n'est pas uniquement contre des chercheurs, ça peut être contre des ONG, toutes sortes d'acteurs sociaux, pour les faire taire. C'est vraiment pour empêcher la mise à l'agenda public, la mise en discussion de toute une série de problèmes. En français, on parle plus volontiers de procédure bâillon, mais ça désigne à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment cette manière dont des acteurs privés peuvent en réalité intenter, par exemple, des poursuites judiciaires en diffamation. Imaginez par exemple un chercheur qui, je ne sais pas, critique sur des questions très actuelles, critique des stratégies ou des projets industriels dans certains sites naturels protégés ou qui dévastent des communautés appauvries, que sais-je. On peut très bien imaginer le groupe industriel qui attaque en diffamation l'ONG ou le chercheur qui documente ce type de pratique. Alors ça c'est évidemment un gros problème, c'est des choses qui sont en train de monter en puissance. Moi, je suis professeur de droit, on voit même des groupes privés, des entreprises, faire des procès en diffamation contre des enseignants-chercheurs en droit qui publient dans des revues juridiques des commentaires de décisions de justice qui donnent tort
à ces groupes privés ou à ces entreprises. Donc, c'est pour dire quand même que voilà, c'est vraiment un gros problème. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Recherche, Thierry Mandon, avait demandé à des collègues, Denis Mazot, Camille Broyel, etc., de faire un rapport sur la manière dont il appartiendrait à la puissance publique de protéger, le cas échéant, les enseignants-chercheurs contre ce type de pratique. C'est un rapport qui est disponible sur Internet, qui documente un peu ce qui existe, les limites des protections juridiques qui existent. Il y a notamment la protection fonctionnelle que nous connaissons tous en tant que fonctionnaires, mais qui rencontre un certain nombre de limites qui sont bien expliquées dans ce rapport. Donc ça, c'est un premier point, à mon avis, sur lequel qu'il faut inclure dans la conversation, cette censure, ces formes privées de censure, et face auxquelles il est important de rester vigilant. Après, bien sûr, il y a la censure au bon vieux sens du terme de la censure publique, politique. Et là aussi, je crois que c'est très important de garder à l'esprit que même si, bien sûr, on a tous en tête des situations politiques particulières où on est témoin et en solidarité de collègues qui connaissent des formes de censure sans commune mesure avec ce dont je vais parler. Et il suffit de penser, bien sûr, à tout ce qui s'est joué, pour ne citer que cet exemple, en Turquie autour de la pétition Academics for Peace. Donc, bien sûr, les exemples dont je vais parler n'ont pas de rapport avec ça. Néanmoins, c'est très important de garder à l'esprit que, y compris dans des démocraties libérales, y compris en France, il y a matière à être particulièrement vigilant parce qu'il y a toute une série de menaces qui pèsent sur les libertés académiques. Alors, elles sont de différents ordres. Menaces politiques, je crois qu'on en a un certain nombre d'exemples. Je reviens un instant sur la LPR, la loi de programmation de la recherche, qui a donc été adoptée en décembre 2020. J'ai parlé tout à l'heure de l'amendement d'Arcos qui finalement n'avait pas été voté dans le texte. En revanche, les parlementaires avaient voté dans le texte, avaient inscrit dans le texte un délit qui s'appelait un délit d'intrusion et qui visait à permettre la sanction de la participation sur les campus, enfin dans les lieux universitaires, de personnes qui viendraient, je cite le texte, dans le but de troubler l'ordre et la tranquillité. Donc, c'était en gros un délit d'intrusion dans les campus pour participer, en gros, à des actions de contestation, à des actions politiques de contestation. Alors, évidemment, c'est un amendement qui suscitait un certain nombre d'interrogations. D'abord parce que c'est malgré tout une rupture avec une certaine représentation de l'université. C'est-à-dire, si on décide d'inscrire dans la loi que l'université doit, par principe, être un lieu où la contestation politique ou le débat politique n'est pas souhaitable, c'est déjà une certaine conception de l'université qui, en l'occurrence, est assez en rupture avec celle qu'on a connue depuis de longues années. Ça pose des problèmes, c'était une formulation qui posait des problèmes juridiques aussi, bien sûr, parce que qu'est-ce que c'est qu'une intrusion dans le but de troubler l'ordre et la tranquillité? C'est évidemment typiquement le genre de formulation d'incrimination pénale contemporaine qui repose sur l'identification de l'intention des auteurs de l'acte qui donne lieu à toutes sortes de risques d'arbitraire et d'application incontrôlée. Alors, finalement, ce délit qui avait été voté a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui a contrôlé la LPR et qui l'a censuré en disant que c'était ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec le cœur de l'action législative au moment de la LPR. Donc, ça a été censuré, mais pour ce seul motif. Simplement pour un motif procédural en réalité, qui est que ce statut de cavalier législatif, mais je pense que ça donne une idée de ce qui se joue dans la manière. Enfin, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si les libertés académiques sont sont suffisamment ancrées dans la culture juridique et politique, ce qui peut arriver, c'est des majorités qui au gré d'un contexte, parce que dans la LPR, c'était évidemment décembre 2020, ça fait suite à
des mobilisations étudiantes contre le précédent projet de réforme des retraites, des mobilisations étudiantes contre la LPR, toute une série de blocages dans toute une série d'universités. Je suis à l'université Paris-Nanterre, je sais de quoi je parle. Et donc, en fait, c'était vraiment un amendement très contextuel pour remettre l'ordre dans les universités. Mais on voit bien comment, voilà, quand il y a un manque d'ancrage d'une culture politique autour d'une question donnée, bah, n'importe quelle majorité politique peut, de manière tout à fait contextuelle, porter un coup de canif, en réalité très grave, à des valeurs qui sont importantes. Alors, au-delà de ça, évidemment, les menaces politiques qui pèsent sur la liberté académique, bon, moi, j'en connais, pour ce qui concerne la France, pas de meilleur exemple que ce qui s'est joué, évidemment, au lendemain de l'abject assassinat de Samuel Paty, puisque voilà, il ne faut pas oublier que Frédérique Vidal, qui était notre ministre de tutelle, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a voulu, à cette occasion, sur la base de son diagnostic selon lequel il y aurait une forme d'islamo-gauchisme qui gangrènerait, et je reprends ces termes, l'université française, commanditer pardon, une enquête pour évaluer l'ampleur des dégâts, évaluer l'ampleur du phénomène par lequel des universitaires, notamment en sciences humaines et sociales, feraient en réalité plus du militantisme que de la recherche scientifique. Alors, on a beaucoup retenu, bien sûr, les propos de Frédérique Vidal, puisque, ne serait-ce que parce que c'était voilà, une ministre notoirement contestée, notamment par les enseignants-chercheurs, par ses administrés, si je puis dire. Enfin, mais en réalité, derrière Frédérique Vidal, il y avait Jean-Michel Blanquer, il y avait aussi Emmanuel Macron, hein, qui tous deux ont, chacun à leur tour, tenu des propos abondant exactement dans le même sens sur, en gros, une problématique d'islamo-gauchisme, de défiance vis-à-vis des valeurs républicaines, qui serait particulièrement visible. Ça, évidemment, c'est un épisode dont il ne faut pas diminuer l'importance. On a des collègues, dont notamment Fabien Jobard, au nombre de 6, je crois, qui ont fait une action en justice pour demander à Frédérique Vidal de produire ce rapport. Bon, je crois que le recours est pendant, mais voilà, je pense que déjà faire une action en justice, c'était intéressant comme forme de contestation, hein, en réalité, de cette parole-là. Mais je pense que voilà, il faut porter le fer bien plus loin parce que en réalité, moi, ma lecture des choses, c'est que au lendemain, encore une fois, de cet assassinat atroce dont a été victime un professeur de l'éducation nationale, en réalité, on a un certain nombre d'autorités politiques de premier plan qui ont nourri le fait de placer une cible dans le dos de beaucoup d'autres collègues qui sont dans l'enseignement supérieur. Et je suis estomaquée de l'irresponsabilité, enfin ou de l'énorme responsabilité que ça véhicule, outre le fait que, évidemment, c'est aussi un problème de liberté académique. Alors, je terminerai simplement en disant qu'il y a un dernier point qui, à mon avis, est très important dans les menaces qui pèsent sur la liberté académique, c'est la manière dont on peut ou dont on ne peut pas, comme chercheur, accéder à des sources, y compris quand on travaille en sciences humaines et sociales, et y compris quand on travaille sur l'État, les politiques publiques, etc. Alors, moi, j'en sais quelque chose, je suis professeur de droit, et ce n'est pas nécessaire d'avoir fait des études juridiques très poussées pour savoir que, par exemple, les décisions de justice sont rendues au nom du peuple français. Or, de manière très intéressante, en réalité, alors les choses s'améliorent considérablement de manière très récente, mais en réalité, toutes les décisions de justice ne sont pas du tout disponibles. Et moi, par exemple, avec d'autres, il m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir, en réalité, passer des conventions avec des institutions, par exemple les juridictions administratives, pour pouvoir accéder à des bases de données jurisprudentielles, pour pouvoir, sur une question donnée, faire une étude exhaustive de jurisprudence, sans quoi, voilà, si on commande seulement 2 décisions qui sont parues dans la presse, en fait, on ne commande pas
la réalité du droit, de la normativité juridique. Donc, quand on veut avoir accès à l'exhaustivité de la jurisprudence sur une question, eh bien parfois, on est dans une situation où d'abord, on doit se mettre en position de demandeur et on doit remplir un certain nombre de critères. Il faut être accepté. Et puis, eh bien, il arrive, enfin, il n'est pas rare que ces institutions exigent un certain nombre de choses sur l'usage qu'on peut faire des résultats qui sont trouvés, la manière dont on peut ou dont on ne peut pas rendre publiques les conclusions auxquelles on aboutit avant d'en avoir informé l'institution correspondante, etc. Donc, ça, je le dis parce que c'est très méconnu. Et en réalité, je pense que c'est vraiment très important. Alors, ça, c'est un exemple spécifique sur qu'est-ce que c'est que faire de la recherche en droit quand on ne peut pas toujours avoir accès aux décisions de justice. Mais en réalité, c'est une manière, voilà, en prenant un exemple peu connu, de parler d'un problème beaucoup plus vaste qui est bien sûr comment accéder aux sources quand on travaille en réalité sur l'État lui-même. Et je renvoie là-dessus, je relisais très récemment un papier de Marwan Mohamed dans un ouvrage qui est paru chez Kimé en 2019 qui s'appelle Liberté de la recherche, qui porte précisément sur cette question et qui est vraiment très intéressant.